Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Dans cet épisode, nous vous invitons à découvrir Stéphanie Ledoux, fondatrice d'Alcyconie à Saint-Malo, notre premier épisode en Ille-et-Vilaine. Alcyconie est un cabinet de gestion de crise spécialisé dans les cybercrises depuis 2018. Les crises, toutes les entreprises en connaissent. Encore plus depuis mars 2020 avec la crise sanitaire liée au Covid-19. Dans ces moments-là, le besoin d'accompagnement et de communication est renforcé. C'est le rôle de Stéphanie et de son équipe qui conseillent les entreprises avant, pendant et après les crises. Si vous doutez encore de l'intérêt de mettre en place un dispositif de gestion de crise dans votre entreprise, nous vous recommandons fortement d'écouter cet épisode et l'expertise de Stéphanie Ledoux. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de nous recevoir à Saint-Malo chez Alcyconie. Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter Alcyconie s'il te plaît ? Bonjour à tous, merci d'être venus jusqu'à Saint-Malo, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Stéphanie Ledoux, la fondatrice du cabinet Alcyconie. Nous sommes un cabinet spécialisé en gestion de crise, mais ce qui nous différencie un petit peu, c'est qu'on fait de la gestion de crise cyber, donc on intervient quasi exclusivement sur des crises d'origine cyber et numérique. On y reviendra certainement un petit peu plus tard. Tout à fait. Pour ma part, je fais de la gestion de crise depuis une quinzaine d'années. Voilà, j'ai démarré à l'occasion d'un stage et j'ai adoré la gestion de crise et je savais que je ferais en sorte d'en avoir toujours dans le cadre de ma carrière. Donc à un moment, j'ai eu l'envie de m'y dédier pleinement et j'ai lancé Alcyconie en ce sens. J'ai travaillé très longtemps dans l'industrie du transport, l'aérien, le ferroviaire, dans l'industrie tout court. Et puis voilà, ensuite j'ai fondé Alcyconie après m'être formée en cybersécurité. Donc aujourd'hui, Alcyconie, on est une équipe de 6 personnes. On existe depuis 2 ans et demi et on intervient, comme je l'évoquais, sur ces crises vraiment bien spécifiques que sont les crises cyber et qui sont malheureusement très actuelles, mais auxquelles on peut tout à fait se préparer. On y reviendra effectivement en largeur tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou un événement qui t'a poussé à lancer Alcyconie en novembre 2018 ? Plus qu'un événement particulier, comme je l'évoquais, c'est vraiment cette passion, parce que je crois qu'on ne peut pas le dire autrement, pour la gestion de crise, qui fait qu'à un moment, voilà, j'ai eu la chance de réussir à toujours avoir de la gestion de crise dans le cadre de mes fonctions, mais j'ai eu envie d'en faire à 100% et puis de pouvoir accompagner les entreprises, les organisations sur ces sujets. Et puis je pense que je devais avoir au fond de moi une petite fibre entrepreneuriale qui vient certainement de mon père, de mon grand-père, qui était également chef d'entreprise. Et voilà, ça a dû m'inciter aussi à me lancer dans cette voie. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est la gestion de crise ? Est-ce que tu peux nous la définir, nous donner quelques exemples pour qu'on comprenne bien ? Alors effectivement, la gestion de crise, c'est une discipline, ou en tout cas une matière bien spécifique. Le métier de la gestion de crise, c'est de préparer des organisations, quelles qu'elles soient, à affronter des situations complexes, des situations dégradées. Et la gestion de crise, c'est aussi accompagner ces entreprises à chaud, comme on dit, donc en crise, quand elles rencontrent justement ces situations. Il y a différents volets dans la gestion de crise, justement. Il va y avoir le volet communication de crise, qui est toujours particulièrement complexe en situation de crise. Qu'est-ce qu'on dit ? Comment on communique sur ce sujet ? Est-ce qu'on communique sur ce sujet ? C'est des sujets encore plus complexes quand on parle de cyber, parce que ce n'est pas forcément des matières qu'on maîtrise au sein des entreprises. Et puis la gestion de crise, c'est aussi faire en sorte de limiter autant que possible les impacts de cette situation sur l'entreprise, sur son image, sur ses opérations, sur son chiffre d'affaires, etc. Et donc ça, c'est presque encore plus vrai sur une cyberattaque qui peut, en quelques minutes, paralyser complètement une entreprise. Et si on n'est pas préparé ou si on ne gère pas cet événement d'une manière adaptée, on peut très vite être à l'arrêt, paralysé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qui est extrêmement pénalisant et parfois dramatique pour certaines organisations. On l'a vu malheureusement avec les hôpitaux notamment qui ont été beaucoup la cible de ces cyberattaques en fin d'année dernière et en début de cette année. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire quel type d'entreprise vous accompagnez au quotidien ? Alors on accompagne tout type d'entreprise et d'organisation. On accompagne effectivement plusieurs acteurs dans le secteur de la santé, donc soit des CH, des CHU, des groupes de santé privés. On accompagne également des éditeurs de logiciels de santé. On accompagne également des collectivités territoriales qui, elles aussi, ont été malheureusement pas mal ciblées ces derniers mois. Ouais. Et puis on accompagne également des entreprises, plutôt des entreprises de grande taille, non pas qu'elles soient plus exposées que les entreprises de petite taille, mais peut-être qu'aujourd'hui elles sont plus structurées pour pouvoir travailler et préparer ces sujets-là, en anticipation. Et puis elles y sont parfois contraintes de par leur statut.
On parle notamment d'OIV et d'OSE, donc des opérateurs ou des organisations d'importance vitale ou des opérateurs de services essentiels. Et donc ça, ce sont des organisations qui sont obligées, je dirais, de se préparer à faire face à des situations complexes. Tu disais plutôt des entreprises de grande taille que des petites entreprises. Est-ce que le fait qu'en France, on soit un petit peu en retard sur tout ce qui est cyber, globalement, est-ce que ça joue aussi dans cette appréhension du risque par les entreprises de petite taille ? Je ne sais pas si c'est parce qu'on est en retard. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que la cyber, c'est encore un sujet qui fait un peu peur. Ou en tout cas, on se dit que c'est quelque chose de très complexe. C'est vraiment un monde d'experts et que ça va être compliqué de s'y mettre. Donc ça, je pense que c'est un premier frein. Et puis aujourd'hui, il y a encore... Alors ça tend à changer, mais il y a encore beaucoup de petites entreprises. Quand je dis petites, ça n'a rien de péjoratif. Des entreprises de petite taille qui pensent encore que ça ne va pas leur tomber dessus. Que ce sont uniquement les grandes entreprises qui ont beaucoup de chiffre d'affaires, qui sont très connues, qui ont des produits stratégiques, qui vont être la cible. Alors qu'aujourd'hui, on le voit bien, les cyberattaques, ça touche tout le monde, de l'entrepreneur individuel au médecin, en passant par le grand groupe et la collectivité territoriale. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est parfois ce sentiment de ne pas être exposé qui fait qu'il y a encore pas mal d'entreprises qui s'y sont pas trop penchées. Est-ce que les entreprises que tu accompagnes sont majoritairement implantées en Bretagne ou est-ce qu'elles sont aussi au niveau national, voire international ? Effectivement, on accompagne certaines entreprises du Grand Ouest, mais pas que. Aujourd'hui, 90% de notre clientèle, elle est en dehors de la Bretagne. On accompagne des organisations partout en France, un petit peu à l'étranger aussi, en Europe du Nord, mais principalement territoire national, mais clairement pas que la Bretagne. Sur la cybersécurité, on pense tout de suite aux attaques informatiques, alors notamment avec les rançongiciels qui sont très à la mode en ce moment pour ce type d'attaque. Est-ce qu'il y a d'autres attaques qu'on retrouve assez fréquemment ? Et autrement, qu'est-ce qu'englobent les cybercrises ? Alors effectivement, l'actualité parle énormément, ou en tout cas fait vraiment état des rançongiciels. C'est clairement une menace réelle et justement, c'est la menace qui peut toucher tout type d'organisation et d'entreprise. Il y en a beaucoup en ce moment. Et il y a quand même une nette augmentation d'attaques de ce type-là. Il est vrai qu'il y a d'autres types d'attaques cyber. Il va y avoir des attaques type fraude au président. Il peut y avoir des attaques qu'on appelle DDoS. Donc là, c'est quand on va envoyer un flux massif de trafic sur un site internet, par exemple, et qu'on va le faire tomber, ou qu'on va ceinturer un serveur, qu'on va saturer un site web. Il y a tout un tas de types d'attaques qui existent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le rançongiciel, c'est quand même la menace qui plane sur beaucoup d'organisations. Le rançongiciel, donc, c'est bloquer l'ordinateur ou les serveurs et demander une rançon pour éventuellement libérer les accès, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Non, bloquer, c'est surtout chiffrer. C'est qu'on va rendre indisponible ou illisible, en tout cas sans une clé de déchiffrement, un contenu, des emails, des données, etc. Et donc effectivement, l'entreprise ou l'organisation est prise en otage. D'où cette notion de rançongiciel, c'est qu'elle est libérée à partir du moment où elle verse une rançon en échange de laquelle on va lui donner la clé de déchiffrement. On va rentrer plus en détail dans la gestion de crise. Est-ce que vous suivez une méthode de gestion de crise spécifique ou alors vous proposez un plan sur mesure pour chaque entreprise ? Alors on propose effectivement notre accompagnement, il est toujours adapté sur mesure pour chaque entreprise. Il n'y a pas deux dispositifs de crise qui sont exactement identiques parce que ça va vraiment dépendre de l'organisation, de son fonctionnement interne, de ses réflexes naturels, de son processus, de sa manière de prendre des décisions. En revanche, la gestion de crise, où on va retrouver des traits communs, c'est plutôt sur de la méthodologie, de la planification. La gestion de crise, avant, c'était vraiment des plans extrêmement précis, comme on pouvait le voir notamment dans l'aérien ou dans l'industrie, avec des procédures extrêmement précises sur plusieurs dizaines de pages qu'on suivait à la lettre. À l'heure actuelle, on est plutôt dans de la construction de réflexes. Donc en ce sens-là, il y a vraiment cette méthodologie, cette planification des moyens qui est identique, mais très clairement derrière l'organisation, elle va être différente dans chaque entreprise. Sur par exemple la manière de se mobiliser d'une entreprise à l'autre, on ne va pas se mobiliser par les mêmes canaux, on ne va pas échanger de la même manière. Dans certaines entreprises, ça va être un envoi de SMS, dans l'autre, ça va être une mailing list, une autre va fonctionner sur d'autres moyens de communication. Donc vraiment tout ça, c'est adapté à chaque entreprise. En général, malheureusement, les entreprises s'intéressent, ou en tout cas celles de petite taille, s'intéressent à cette notion de crise, surtout quand la crise survient, et elles ne prennent pas forcément les devants pour prévenir ces crises, notamment les crises cyber qui sont peut-être un petit peu moins connues de ce public-là, et puis, comme tu disais, ils se sentent moins concernés. Quels sont les arguments, toi, que tu donnes à ces entreprises-là pour qu'elles mettent en place un dispositif de crise en amont ? Alors c'est vrai qu'on a souvent l'impression en tout cas que les entreprises se rendent compte qu'il faut se préparer à une crise une fois qu'elles en ont été victimes.
Aujourd'hui, heureusement, il y a quand même pas mal d'organisations qui font cette démarche en anticipation, qui souhaitent se préparer. Néanmoins, c'est effectivement pas toujours le cas. Donc les organisations qui auraient plutôt tendance à aborder ce sujet de manière réactive, une fois que ça leur est tombé sur le coin du nez, passez-moi l'expression, c'est vrai que les arguments qu'on va mettre en avant, ou en tout cas ce qu'on a envie de leur dire, parce qu'après c'est à elles de voir, mais c'est qu'aujourd'hui une cyberattaque, en moyenne, c'est 21 jours d'interruption d'activité. Donc très clairement, quand on met en balance 21 jours en moyenne d'interruption d'activité fois le chiffre d'affaires ou la perte d'exploitation et le coût pour se préparer à affronter une crise, généralement le calcul est rapidement fait et les chefs d'entreprise ou les directions sûreté, etc. se rendent vite compte effectivement qu'ils ont probablement tout intérêt à se préparer. Ouais, c'est sûr. Et puis un autre élément, c'est aussi que de plus en plus on parle d'assurance cyber. On va avoir tendance à croire effectivement qu'en souscrivant à une assurance cyber, on transfère tout le risque chez l'assureur. C'est aujourd'hui pas forcément comme ça que ça marche, mais en tout cas, nous, ce qui se passe également, c'est qu'on a pas mal d'entreprises qui viennent nous voir parce que pour souscrire à une assurance cyber et pour que le montant de la prime soit acceptable, il faut qu'elles se préparent, il faut justement qu'elles montrent qu'elles ont fait toute cette démarche. Et donc dans ce cadre-là, là aussi, c'est un argument qu'on peut avancer auprès de ces entreprises. C'est que voilà, pour justement pouvoir souscrire à une assurance cyber et transférer le risque résiduel et pas tout le risque sur une assurance, il faut se préparer à tout ça. Et puis en plus, se préparer à faire face à une crise, même si on se prépare qu'à faire face à une crise cyber, ça donnera des réflexes pour faire face à d'autres types de crises. Parce qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup des crises d'origine cyber. Il y a énormément d'autres types de crises au sein des entreprises. La crise Covid-19 qui est arrivée l'année dernière l'a bien montré. S'il y a bien une crise qui a permis de montrer, ou un type de crise qui a permis de montrer qu'à l'heure actuelle, plus personne n'était à l'abri, ça a été la crise sanitaire qu'on a rencontrée. Et donc là, justement, nous, on le voit quand on échange avec nos clients. Les entreprises qui avaient déjà un dispositif de gestion de crise, même si ce n'était pas une gestion de crise pandémique, avaient des réflexes, avaient une organisation qui leur a permis de passer beaucoup plus rapidement ou beaucoup moins difficilement ou moins dans la douleur cette période. Avec les entreprises que vous accompagnez, vous organisez des exercices et des simulations de crise. Quel est l'intérêt de faire ce type d'exercice ? Les exercices de crise, il faut vraiment les voir comme un entraînement opérationnel. C'est un peu comme quand on passe de la théorie à la pratique. Enfin, c'est même complètement comme ça. On peut me dire pendant des jours et des jours, tu vois, pour de la gestion de crise, il faut t'y prendre comme ça, il faut mobiliser telle et telle ressource dans ton organisation, il faudra faire attention à tel point, etc. C'est super. On peut nous le dire, c'est bien, ça rentre un petit peu. Néanmoins, l'exercice permet de s'y confronter, de le vivre et on retient beaucoup plus facilement. Le parallèle qu'on fait souvent, nous, c'est de dire c'est un peu comme quand on a appris à conduire. Alors d'abord, on a passé des cours de code, on a passé des cours, puis on a passé le code. Ça, c'est vraiment la théorie. C'est quand nous, on accompagne justement une organisation sur la définition de son dispositif de crise, quand on dispense des formations au sein des organisations, parce qu'on est organisme de formation, donc on va former les équipes, comment on prend la parole en situation de crise, comment on s'organise, etc. Et puis après, on fait des exercices de crise. Et là, si on refait le parallèle avec le permis de conduire, c'est quand on fait des heures de conduite. Et aujourd'hui, clairement, en tout cas, je ne recommande pas de prendre le volant d'une voiture sans avoir fait d'heures de conduite. C'est un peu la même chose. C'est le simulateur de vol pour les pilotes. Ça va être une manière de se confronter à une situation ultra réaliste, intense, de crise, mais heureusement fictive. Donc on fait en sorte que les scénarios soient extrêmement réalistes pour que les joueurs rentrent complètement dedans. Et ça va permettre aux organisations de tester leur capacité de réponse, leur réactivité, de mettre le doigt sur tout ce qui se passe bien dans l'organisation de crise, tout ce qui fonctionne bien, mais aussi de mettre le doigt sur peut-être ce qui est moins performant, là où on a des petits points de fragilité. Et à l'issue de l'exercice, on va pouvoir justement retravailler tout ça pour derrière disposer, ou en tout cas pouvoir s'appuyer sur un dispositif éprouvé et qui fonctionne bien. Et c'est des exercices, je crois, très concrets que vous mettez en place, parce que vous allez jusqu'à simuler des attaques informatiques avec des hackers éthiques. Alors c'est un mot qui est un petit peu antinomique, ou qui paraît l'être en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un hacker éthique ? Alors déjà, par rapport à ce que tu évoquais à l'instant, effectivement, il y a différents types d'exercices de crise. Il y a des exercices très courts sur une demi-journée, où là, on va plutôt plonger une équipe décisionnelle ou technique d'ailleurs, face à une succession d'événements. Et on va voir justement comment l'équipe s'organise, interagit, etc. Et puis pour certaines organisations, peut-être déjà plus entraînées, plus aguerries à la gestion de crise, on fait effectivement des entraînements plus longs, où là on va pouvoir simuler en parallèle justement des équipes décisionnelles une attaque informatique
Alors, soit sur des serveurs de pré-production, on ne va jamais attaquer pour de vrai, je dirais, soit sur ce qu'on appelle des cyber range, donc ce sont des environnements virtuels qui vont permettre de simuler justement une attaque qui est conduite par des hackers éthiques. Je vais donc venir à la définition d'un hacker éthique, ce qui va permettre aussi d'entraîner les équipes de défense de l'entreprise à devoir faire face en temps réel à ce type de menace. Là aussi, on passe vraiment de la théorie à la pratique. C'est que oui, en théorie, on sait qu'il faut faire tel type de manipulation, tel type de réglage, voilà où ce que je sais, mais de le faire en réel pour les équipes, là aussi, on passe vraiment dans une autre dimension et on se rend compte de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et donc, des hackers éthiques, alors en soi, ce n'est pas antinomique, même si ça peut sembler l'être. Ce sont souvent des personnes qui sont issues d'entreprises de la sécurité informatique et qui sont missionnées pour attaquer un système informatique. C'est toute la différence avec le hacking illégal, c'est que là, l'entreprise autorise le cabinet ou les hackers éthiques à venir attaquer son système informatique. Et donc là, on n'est pas dans la recherche d'une faille qu'on va pouvoir derrière monétiser ou exploiter justement pour conduire une cyberattaque, mais plutôt dans la recherche de vulnérabilité et de failles qu'on va faire remonter à l'entreprise, qui est donc là le client, pour lui dire attention, dans ton système d'information, tel et tel point sont vulnérables et ça peut constituer une porte d'entrée pour des attaquants, il faut se sécuriser. Donc les hackers éthiques, justement, vont, dans le cadre d'exercices de crise, pouvoir attaquer en temps réel donc, l'organisation. Les portes d'entrée sont de plus en plus importantes aujourd'hui dans les entreprises, notamment avec les objets connectés, j'imagine. On a un casque Bluetooth, par exemple, on ne se dit pas que ça va être l'objet de l'attaque. Comment est-ce que les hackers, alors pour le coup ceux qui ne sont pas éthiques, se servent de ces objets connectés pour rentrer dans l'entreprise ? Effectivement, aujourd'hui, il y a d'une certaine manière de plus en plus de portes d'entrée parce qu'il y a les objets connectés qui sont de plus en plus nombreux, comme tu l'évoques, parce qu'aussi il y a eu le télétravail massif, qui clairement ne permet pas, quand on travaille en remote à sa maison, on n'a pas les mêmes réglages ou la même sécurité autour du système d'information qu'au sein d'une organisation. Donc il y a tout un tas de raisons qui expliquent que les portes d'entrée soient plus nombreuses. Heureusement, on prend aussi conscience de la sécurité informatique dans les organisations. Donc même si l'exposition de l'organisation est plus importante, on sécurise aussi mieux qu'avant, parce qu'on prend conscience de l'importance de sécuriser. Aujourd'hui, il n'empêche que si on revient sur le sujet des IoT, donc des objets connectés, effectivement, ça peut constituer des portes d'entrée parce qu'ils ne sont pas forcément conçus dans une logique de sécurité. Ils sont conçus par rapport à un usage, mais on ne les a pas conçus en pensant sécurité avant tout. Donc clairement, ça peut constituer des portes d'entrée et les attaquants l'ont bien compris et l'exploitent. Donc après, la manière dont ils le font, il ne m'appartient pas d'y répondre et voilà, chacun son métier. Mais effectivement, aujourd'hui, ça décuple les possibilités. Après, il ne faut pas non plus prendre peur de l'outil informatique parce que c'est parfois un peu le pendant qu'on peut avoir. C'est qu'on a des usagers qui sont certains tout à fait, je vais presque dire inconscients dans leur manière d'utiliser l'outil informatique dans son ensemble. Là, on parle des objets connectés, mais c'est aussi les messageries, les applications, tout ce qu'on raconte sur nous dans le cyber, enfin sur Internet. Tout ça, en fait, ça peut constituer des portes d'entrée pour une attaque. Il n'y a pas que les objets connectés. Donc, on a d'un côté des utilisateurs très inconscients et de l'autre, des utilisateurs qui parfois deviennent presque parano, je dirais, et qui vont avoir tendance à ne plus rien vouloir utiliser. Voilà, il faut raison garder. Il y a vraiment un juste milieu à trouver. C'est la même chose dans les organisations. À partir du moment où on bride trop les usages, c'est important de sécuriser. Il faut limiter les usages aussi qu'on va faire de l'outil informatique en interne. Mais on le voit bien, si on met la barre beaucoup trop haut niveau sécurité, qu'est-ce que vont faire les usagers ? Ils vont contourner. Plutôt que de répondre à tout prix au protocole de sécurité qu'on a mis en place, ils vont toujours trouver un moyen de le contourner. Donc aujourd'hui, il faut vraiment trouver le juste milieu aussi entre cette nécessaire sécurisation et puis le comportement de l'utilisateur qui, avant tout, veut que ce soit simple et rapide. Dans le cadre des programmes de gestion de crise cyber ou en tout cas de prise de conscience du risque cyber dans les organisations, il y a un gros volet aussi sur la sensibilisation des collaborateurs. Il y a toute la sécurité qui va être mise en place par nos équipes informatiques, mais il y a aussi l'utilisateur avant tout. C'est l'utilisateur parfois qui peut avoir un comportement à risque, mais aussi c'est l'utilisateur qui peut faire très vite remonter une vulnérabilité ou un comportement suspect qui va permettre de stopper l'attaque très tôt. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire aujourd'hui que les collaborateurs, ou en tout cas que l'humain, c'est le maillon faible de la sécurité. Il faut vraiment réussir à retourner ça. C'est pas le maillon faible, il faut juste lui donner les clés aussi pour maîtriser son usage de l'outil informatique et puis demain, justement, ne plus être ce maillon faible, mais être à l'inverse cette force vive qui va permettre de détecter très vite des problèmes et de les stopper tout de suite. Est-ce que tu conseilles aux entreprises de réaliser régulièrement des simulations d'attaques informatiques du coup pour voir de potentielles défaillances ? Clairement, les entraînements, c'est quelque chose qu'il faut renouveler fréquemment.
Et ce n'est pas vrai uniquement pour le cas du cyber, c'est que dans les organisations, ça fait des années qu'on fait des exercices incendie. Et on ne se contente pas de faire l'exercice évacuation incendie une fois tous les 10 ans. C'est un exercice qu'on renouvelle. Et c'est la même chose en fait au niveau informatique, au niveau cyber. Il faut renouveler les exercices ou les simulations pour faire en sorte déjà que les acteurs de la gestion de crise dans l'organisation soient toujours entraînés et les bons réflexes. On le voit bien dans les entreprises à l'heure actuelle, il y a quand même un turnover naturel, je dirais, qui fait que fatalement, les équipes se renouvellent. Donc il faut aussi former ces nouveaux collaborateurs qui sont dans la gestion de crise. Et puis effectivement, comme tu l'évoques Mathilde, il faut aussi renouveler les simulations pour identifier de possibles nouvelles failles. Et ça, on ne le fait pas forcément dans le cadre des exercices. Les exercices dont on parlait tout à l'heure avec des hackers éthiques, ce sont des exercices longs qui sont lourds à mettre en place pour les organisations, qui vont mobiliser beaucoup de ressources pendant plusieurs jours. Ce que font aussi beaucoup les organisations, c'est ce qu'on appelle des audits de sécurité, des pen tests, des tests d'intrusion, pour venir aussi tester le système d'information. Et aujourd'hui, les systèmes d'information des entreprises évoluent rapidement. Il y a des nouveaux applicatifs, des nouvelles solutions qui sont implantées. Donc à chaque fois, il est nécessaire aussi de retester. Alors pas à chaque fois, mais très régulièrement. Et ça, on peut le faire dans le cadre d'audits de sécurité, qui vont permettre de mobiliser peut-être un peu moins de collaborateurs en interne, mais de s'assurer qu'on a un système d'information qui reste robuste. Ou en tout cas, pas impénétrable, mais bien sécurisé. Et ces audits de sécurité, tu les conseilles à quelle fréquence ? Alors ça, ce serait abordé avec certains de nos collègues avec lesquels on travaille beaucoup, qui font vraiment des audits de sécurité. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut renouveler tous les mois, mais il faut le faire à intervalles réguliers. Comme je l'évoquais, notamment quand il y a des grosses modifications sur le système d'information, quand on met en place des nouveaux outils, quand on développe des nouveaux logiciels, il faut le renouveler très régulièrement. Parce qu'on ne peut pas se contenter de se dire, et nous c'est ce qui arrive quand on arrive chez des clients, on nous dit parfois oui, on a fait un audit de sécurité il y a 3 ans. C'est super d'avoir fait ça il y a 3 ans, clairement. Mais l'audit qui a été fait il y a 3 ans, c'était sur un système d'information qui est probablement un peu différent de celui que l'entreprise utilise aujourd'hui, parce qu'il y a eu plein de nouvelles choses, parce que l'entreprise a pu doubler son effectif, faire des rachats, fusionner avec d'autres entreprises. Donc il faut renouveler. Donc j'ai pas de réponse précise. On peut pas se dire qu'il faut le faire tous les 2 mois, tous les 6 mois, mais voilà, faut le faire à un intervalle vraiment régulier pour s'assurer qu'on est toujours à peu près à jour. Et j'imagine que les techniques de hacking, notamment pour parler du cyber, évoluent aussi constamment et que de nouvelles failles sont découvertes au fur et à mesure de l'existence d'un logiciel ou d'un applicatif. Alors effectivement, il y a des nouvelles failles qui sont découvertes très régulièrement, qui sont remontées. Alors, il y a des failles qui sont découvertes justement par des personnes malveillantes, qu'on évoquait tout à l'heure. Donc là, on est plutôt sur des groupes d'attaquants, des opérateurs, ou des personnes qui vont justement créer des rançongiciels, par exemple, ou des programmes malveillants. Et puis il y a aussi des failles qui, heureusement, sont découvertes soit par des hackers éthiques dans le cadre justement d'audits de sécurité. Il y a aussi ce qu'on appelle du bug bounty. Donc le bug bounty, c'est comme des chasseurs de primes, un peu en tout cas une entreprise qui va mettre en œuvre un nouveau logiciel ou qui va mettre en ligne un nouveau programme, etc., va pouvoir proposer à une communauté de hackers justement de venir tester son système d'information et puis elle va rétribuer les hackers par rapport au type de vulnérabilité qu'ils auront trouvé. Donc on est un peu dans la logique des chasseurs de primes. Donc là aussi, on est sur du white hat hacking, donc vraiment des hackers éthiques qui viennent découvrir des vulnérabilités qu'elles vont faire remonter aux organisations plutôt que de les exploiter du côté obscur de la force, quoi. Quel est le type de crise que tu gères le plus actuellement ? Est-ce que ce sont des cybercrises, des crises sur les réseaux sociaux ou des conflits internes ? À l'heure actuelle, il est vrai que... Alors, je pense que c'est aussi lié à notre activité, mais on accompagne principalement des organisations qui sont victimes de cyberattaques, beaucoup de rançongiciels. De plus en plus aussi de fraude, donc par exemple fraude au président dont on parlait, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est justement les fraudes au président ? Alors la fraude au président, c'est une technique d'extorsion, c'est ni plus ni moins que de l'extorsion. En fait, on se fait passer par exemple pour le dirigeant de l'entreprise, pour le directeur financier, etc. Et on va par exemple appeler une personne du service financier et lui demander de faire en urgence un virement bancaire. Donc très souvent, ça va être, là je suis en déplacement, on est sur une grosse opération, il faut absolument que vous fassiez tout de suite un virement pour nous permettre de finaliser l'opération. Donc on se fait passer pour un des dirigeants de l'organisation. Alors après, ça fait appel à des techniques de manipulation, ni plus ni moins. On va presser la personne, on va la mettre sous pression en usant justement de ce rapport hiérarchique. Et si on n'a pas mis en place dans l'organisation des process de validation, donc par exemple repasser un appel derrière pour confirmer le virement, pour confirmer l'ordre qui est passé, très rapidement ça peut donner lieu à des virements frauduleux. Et il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises se font avoir, et ça clairement on peut le contrer avec uniquement des mesures organisationnelles.
de s'assurer qu'on a toujours un contre-appel, etc., derrière une demande de virement. Donc ça, la fraude au président, malheureusement, c'est quelque chose qui existe, qui continue d'exister. Et c'est vrai que c'est simple à contrer, donc autant s'en prémunir. Exactement, mais c'est aussi, là je parlais tout à l'heure parfois d'usagers un petit peu inconscients, ces fraudes au président, elles sont aussi parfois facilitées par tout ce que l'organisation peut parfois raconter d'elle sur les réseaux sociaux. Quand on expose effectivement le fait que le dirigeant est en déplacement à tel endroit, quand on va donner beaucoup d'informations sur son profil LinkedIn, quand on indique parfois à certains collaborateurs sur leur profil LinkedIn qu'ils ont accès à des informations confidentielles, etc. En faisant tout ça, on s'expose. On parle d'empreinte numérique. Donc là, c'est vraiment tout ce qu'on raconte de soi, de nous sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est autant d'éléments en fait qu'on donne aux attaquants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques qui sont rendues possibles ou une fois de plus qui sont facilitées par ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Donc là, c'est l'analyse qui va être faite de nous, de nos collègues, etc. sur les réseaux sociaux par les attaquants. Et en fait, on donne une masse d'informations extrêmement précieuses. Donc parfois, on le fait, c'est pour ça que je parlais un peu d'inconscience, on le fait parfois parce qu'on partage des moments de vie, etc. avec ses amis, avec sa famille. Mais si on n'a pas bien sécurisé ses comptes, par exemple, pour parler que des réseaux sociaux, au-delà de les partager avec ses amis et sa famille, on les partage avec tout un tas de gens qui ne nous connaissent pas et parfois des gens que ça peut intéresser. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu conseilles pour gérer son e-réputation ? Pour gérer son e-réputation, la première des choses, ça va être de sécuriser ses réseaux sociaux. Là non plus, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tout verrouiller. Mais en tout cas, il faut avoir conscience de ce qu'on raconte et puis il faut maîtriser ce qu'on partage sur nous. Donc on peut tout à fait partager tout un tas de choses si on le fait de manière consciente, je dirais, et qu'on sait avec qui on le partage, dans quel cadre, etc. Nous, ce qui est délicat, c'est quand on se retrouve à accompagner des organisations où parfois certains collaborateurs ont raconté tellement de choses sur eux que derrière, ils se retrouvent complètement à la merci de certaines personnes. Et ça, c'est toujours très désagréable parce qu'en plus, là, ce sont des individus. C'est pas uniquement une organisation. Donc ça peut être parfois particulièrement choquant quand il y a des personnes malveillantes qui ont accès à des informations extrêmement personnelles. Ouais. Donc la première des choses, c'est vraiment de sécuriser ces réseaux sociaux. Et ça passe aussi par de la sensibilisation. Il faut un peu qu'on reprenne, je dirais, le contrôle de nos données. Et par là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien dire. Je parlais tout à l'heure aussi parfois du coup de comportements complètement inverses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien raconter du tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut disparaître de tous les réseaux sociaux. Mais il faut le faire de manière maîtrisée et consciente. Donc quand on dit ça, on ne conseille jamais à nos clients de ne plus du tout communiquer sur les réseaux sociaux. Mais il faut le faire de manière, une fois de plus, maîtrisée, prévue, calculée. Ce que tu conseilles, en fait, c'est vraiment du bon sens. C'est vraiment de communiquer sur la toile, sur les réseaux, comme on communiquerait dans le monde réel, avec des interlocuteurs qu'on connaît. Et on n'irait pas révéler ses secrets à des inconnus qu'on croise dans la rue ou dans un café. Exactement, tu as mis le doigt dessus, c'est le bon sens, c'est beaucoup de bon sens. La gestion de crise, tout ça, c'est beaucoup de bon sens. Et effectivement, on a tendance parfois, parce qu'on est derrière un ordinateur, parce que c'est virtuel et donc ça ne semble pas complètement réel, effectivement, on n'a plus du tout les mêmes réflexes que dans la vie privée. Et c'est exactement le genre de choses parfois qu'on explique à certaines organisations. Elles n'iraient pas expliquer le contenu de certaines recettes, de leurs brevets, etc. à n'importe qui qu'elles croiseraient dans la rue. Pourquoi le faire sur les réseaux sociaux ? Donc parfois, une fois de plus, c'est pas toujours conscient, mais on intervient pour certaines organisations où il nous arrive de trouver, alors en quelques minutes, il nous faut pas très longtemps. Alors peut-être qu'on a une manière de chercher, on sait aussi comment chercher un peu différemment, mais il n'empêche qu'on arrive à trouver en quelques minutes des documents confidentiels. On a trouvé il y a pas très longtemps un dossier pour un dépôt de brevet. Ouais. Si nous, on arrive à le trouver en 5 minutes, j'imagine que pour des personnes malveillantes et qui cherchent vraiment ces sujets-là, c'est tout à fait facile. Est-ce que tu peux nous donner un exemple récent de crise que tu as eu à gérer, sans citer bien sûr le nom de l'entreprise ? Alors effectivement, on ne cite jamais le nom des organisations qu'on accompagne en crise. J'imagine. Un exemple récent, alors il y en a malheureusement beaucoup en ce moment. On va prendre un cas récent, il n'y a pas très longtemps, un acteur du e-commerce. Donc là, on imagine bien que pour un acteur du e-commerce, le site internet et les réseaux sociaux, c'est vital. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas des boutiques pour mettre en avant ses produits. Et cet acteur s'est fait compromettre son accès Instagram et son accès Facebook par des personnes malveillantes et qui, justement, proposaient de lui rendre l'accès à ses comptes réseaux sociaux moyennant le paiement d'une rançon. Là aussi, c'est de l'extorsion. Donc là, on a accompagné ce client, justement, dans toute la démarche pour faire en sorte de récupérer l'accès à ses comptes, échanger peut-être avec les personnes malveillantes pour essayer de gagner du temps. Bon, toujours est-il que, au bout de 48 heures, il a réussi à récupérer l'accès à ses comptes. Mais autant vous dire qu'ils ont tremblé parce que les attaquants menaçaient de ne pas leur rendre les comptes et potentiellement de vendre une partie de leurs clients, etc., à des concurrents ou en tout cas des personnes moins regardantes.
Donc évidemment, là, ils ont tremblé parce que la solution basique, c'est de dire on ouvre un nouveau compte. Mais sauf que là, reconstruire une base de followers, ça prend des dizaines, enfin des mois et des mois. Ouais. Donc pour l'acteur en question, c'était pas du tout une option. Jusqu'ici, on a parlé de crise, mais qu'en est-il de la sortie de crise ? Quel accompagnement proposez-vous pour la reprise d'activité ou le retour à la normale ? Alors, je vous remercie de poser cette question parce que la sortie de crise, c'est bien souvent un sujet qui est un peu laissé de côté. C'est pas illogique, quand on est au cœur de la tourmente, parfois pendant plusieurs semaines. J'évoquais tout à l'heure, notamment face à une cyberattaque, un temps moyen d'interruption de 21 jours. Il est certain que quand on arrive à ressortir la tête de l'eau, on a envie de revenir à la normale. C'est bien logique. Et pourtant, la sortie de crise, c'est vraiment une phase hyper importante qu'il faut travailler. Alors, il faut la travailler de différentes manières. La première chose, ça va être déjà de structurer sa sortie de crise, en tout cas de l'orchestrer. Et notamment, quand on sort d'une période de crise justement numérique et cyber, ça se planifie. On ne peut pas relancer en 2 temps, 3 mouvements un système d'information. Il faut séquencer les opérations. Il faut vraiment planifier, prioriser tous ces éléments-là. Donc déjà, ça c'est la première des choses. Il y a tout ce volet de planification. Il y a tout un travail aussi derrière de retour d'expérience. Quand malheureusement on a eu à affronter une crise, alors on parlait tout à l'heure des exercices de crise. Les exercices de crise donnent des enseignements extrêmement précieux, justement pour optimiser ces procédures, etc. Malheureusement, quand on a eu à vivre une crise en réel, je dirais là aussi il faut en tirer des enseignements. Parce qu'on a été justement confronté à une situation complexe. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce qui a peut-être été pénalisant ? Qu'est-ce qu'on a bien fait ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement ? Qu'est-ce qu'on retient de bien aussi pour la suite ? Parce qu'on a toujours tendance à voir ce qui ne fonctionne pas. C'est un peu franco-français, ça, comme manière de voir les choses. On peut aussi s'appuyer sur tout ce qu'on a bien fait. Dans les retours d'expérience, c'est très important aussi de savoir lister tout ce qui a bien fonctionné. Parce que demain, pour être performant, on est toujours plus performant quand on s'appuie sur ce qu'on fait bien que quand on essaie à tout prix de faire un peu mieux un truc qu'on ne fait pas bien. Bien sûr, oui. Donc voilà, tous ces éléments-là sont importants. Et puis le troisième volet qu'il faut travailler dans la sortie de crise, c'est aussi l'accompagnement des équipes. Une phase de crise, ça peut être assez perturbant, traumatisant parfois pour les équipes. Là aussi, si on prend le cas des crises d'origine cyber, ça peut être des crises d'une grande violence. Et parfois, quand justement la crise elle a été rendue possible par de l'ingénierie sociale, parce que quelqu'un a cliqué sur un lien malveillant, ça laisse des traces en fait dans les équipes. Et puis ça laisse des traces aussi auprès des équipes informatiques qui sont sur le front, en première ligne pendant plusieurs semaines, qui ressortent de ce type de crise exténuée. Et là, si on ne les accompagne pas aussi par des moments d'échange, parfois juste des moments d'échange, pour comprendre ce qui s'est passé, revenir, pouvoir exprimer ses émotions. Dans certains cas plus installés, je dirais, ou en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé, on peut faire intervenir des psychologues, des personnes qui vont vraiment expliquer aussi tous les mécanismes de manipulation, etc. Donc ça, c'est vraiment des phases qu'il ne faut pas zapper, qu'il ne faut pas chuinter, parce que sinon, ça peut vraiment laisser des traces au sein des équipes. Et puis derrière, on peut avoir du coup des collaborateurs qui redoutent de revivre une crise. Alors que malheureusement, en 2021, des situations complexes, on ne va pas forcément parler de cyberattaques tout le temps, mais des situations complexes, des situations de crise, on peut vraiment être amené à en rencontrer d'autres. C'est pas forcément une fois dans une carrière. Et puis le dernier point sur la sortie de crise, c'est de travailler aussi sa communication de crise. De savoir communiquer sur le fait que c'est terminé, communiquer sur le fait que c'est en train de se produire, qu'on a une crise, etc., c'est compliqué, mais il faut aussi savoir dire que c'est terminé. Et puis derrière, il faut aller regagner la confiance de ses parties prenantes, de ses clients, etc., mais aussi de ses collaborateurs. Les collaborateurs, ils ont besoin aussi qu'on renoue avec une communication positive, transparente, où on explique ce qui s'est passé. Ça sert à rien d'éluder, ça sert à rien non plus de revenir pendant des semaines et des semaines sur les événements complexes qu'on a eu à traverser. Mais voilà, il faut aussi travailler ces sujets-là au niveau communication. Donc cette sortie de crise, vraiment, elle est hyper importante. Pour revenir sur une partie un petit peu plus actualité, on l'évoquait tout à l'heure en début d'entretien, les hôpitaux ont subi plusieurs cyberattaques dernièrement. Essentiellement, depuis l'année dernière, c'est un sujet qui revient très régulièrement sur la table. Et les collectivités, tu en parlais également. On a vu que c'était plutôt des rançongiciels. Est-ce que le but des hackers, c'est réellement de récupérer de l'argent par ce biais-là ? Ou alors, est-ce qu'il y a de la recherche d'autres données derrière ? Et pourquoi ces secteurs-là en particulier ? Effectivement, depuis quelques mois, on le voit, le secteur de la santé est très clairement ciblé. On le sentait venir, je dirais. Il y avait quand même des signaux qui montraient que ça allait arriver. Idem pour les collectivités, mais c'est vrai que les attaques se sont multipliées. Et puis, ce sont des attaques qui, forcément, sont très vite extrêmement médiatiques. Très rapidement, on en parle quand on a un établissement de santé, un CH ou un CHU qui est complètement paralysé et qu'on a beaucoup de mal à accueillir des patients, à les soigner, à pouvoir assurer le parcours de soins. Forcément, c'est rapidement médiatisé. Alors, pourquoi ces secteurs-là sont plus ciblés ?
Effectivement, on peut se dire que c'est peut-être pas uniquement pour l'appât du gain, parce qu'il est de notoriété publique que les hôpitaux ne sont pas forcément les structures qui ont le plus de moyens à l'heure actuelle. Mais par contre, c'est peut-être effectivement parce que déjà, les hôpitaux ont accès à des données, enfin les hôpitaux, le secteur de la santé de manière générale, ont accès à des données sensibles, voire très sensibles, qui malheureusement se marchandent assez bien sur le dark web. Ouais. Il y a un marché de la donnée derrière, on revend, on peut accéder à des bases pour racheter des identifiants Facebook, des mots de passe, etc. Mais effectivement, les données de santé ont une valeur non négligeable. Donc il y a des grilles qui circulent avec une idée des prix. Voilà. Donc forcément, ça c'est un premier élément de réponse. Il y en a un autre qui est aussi que les systèmes d'information, notamment les systèmes d'information dans le secteur de la santé, sont parfois assez vieillissants. Et forcément, ils sont un peu moins imprenables, je dirais, que d'autres SI plus récents. Là, on le voit bien, il y a souvent, par exemple, du matériel médical. On ne change pas un matériel médical. Si on prend par exemple un appareil pour faire des IRM, des scanners, on ne le change pas tous les 2 ans. Et quand on a des appareils qui ont une dizaine d'années, en soi, pour l'appareil, c'est pas vieux, mais par rapport au système d'information, effectivement, on est sur des outils qui tournent sur des systèmes vieillissants, sur d'anciens systèmes Windows, par exemple, etc., où malheureusement, on n'a pas du tout les mêmes règles de sécurité que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc tout ça, ça explique aussi que les attaques soient peut-être plus faciles. Et c'est un peu pareil dans les collectivités territoriales. Et sur les hôpitaux, est-ce que la crise du Covid est liée à ce nombre grandissant d'attaques ou est-ce que même sans crise du Covid, tu penses que ces attaques auraient été aussi fréquentes ? Alors là, je ne suis pas devin, mais j'ai tendance à penser que la crise du Covid, elle n'a pas forcément fait exploser non plus le nombre de cyberattaques. Clairement, ça a permis d'augmenter, comme on le disait. Les organisations ont été plus vulnérables parce que plus de collaborateurs en télétravail. Il n'empêche que l'augmentation des cyberattaques, c'était une tendance de fond. Elle était déjà là. Alors peut-être qu'elle a été un peu accrue par le Covid. Mais donc si on revient au secteur hospitalier, l'attaque sur le CHU de Rouen, la première dont on a vraiment parlé, elle a eu lieu avant le Covid. Ouais. Donc voilà, le Covid a eu le mérite là-dessus, en tout cas, d'en faire beaucoup plus parler et de sensibiliser beaucoup aussi les entreprises, les chefs d'entreprise, etc., aux risques cyber qu'on avait tendance un peu à mettre de côté et comme on le disait tout à l'heure, qu'on pensait réserver à des industries de pointe, à certains secteurs d'activité ou certaines grosses entreprises. Au moins le Covid, je ne sais pas s'il a fait vraiment augmenter les cyberattaques, mais il a eu le mérite d'en faire plus parler. Est-ce que c'est vrai que grâce, avec beaucoup de guillemets, ces attaques sur les hôpitaux, les attaques cyber, on en entend enfin parler dans les médias mainstream. Effectivement, comme tu dis, grâce avec beaucoup de guillemets, mais il est vrai que derrière, ça a permis de venir débloquer des budgets et de placer le sujet comme une priorité. C'est un sujet qui est évident, qui est là depuis des années. En tout cas, les hôpitaux n'avaient pas forcément les moyens de se sécuriser. Il y a des choses qui ont été mises en place. Le gouvernement a débloqué des fonds. Il y a le plan de relance aussi qui va permettre aux hôpitaux de pouvoir se sécuriser sur tous ces sujets-là. Donc en ça, tant mieux. En parlant de Covid-19, est-ce que tu as eu plus de demandes de la part des entreprises depuis mars 2020 et quels étaient leurs principaux besoins ? Alors comme on l'évoquait, je pense surtout que le Covid a eu le mérite de faire parler de la gestion de crise et surtout de montrer que la gestion de crise, ça concernait tout le monde. Donc en ce sens, oui, on a eu plus de demandes. Après, on n'a pas eu du jour au lendemain 10 fois plus de clients parce que la crise Covid. Oui, il y en a eu certains. Nous, ça a diversifié un peu parfois les sujets sur lesquels on accompagnait les clients. On accompagne beaucoup sur de la cyber. Effectivement, on a eu dans l'urgence au mois de mars dernier des clients, des entreprises qui nous ont demandé de les accompagner aussi dans tout ce passage en crise, je dirais. Après, oui, il y a forcément eu un petit peu plus de clients que d'habitude. Mais d'une certaine manière, et ça je pense c'est partagé par d'autres confrères de la gestion de crise, c'est que derrière aussi, c'est que ça a complètement changé notre manière d'accompagner. Là où on faisait beaucoup de formations et d'exercices par exemple, ça c'est des choses qui ont été un peu mises en stand-by, en tout cas pendant les premiers mois de la crise, parce que tout d'un coup, il fallait que tout le monde se réorganise. En fait, faire des formations sur place, non, c'est pas possible. Écoutez, nous on est en capacité de faire des formations à distance, oui, mais nous pour les équipes, on n'est pas encore prêts, etc. C'est plus ça en fait, où on a vraiment vu un changement dans l'accompagnement. Donc là, petit à petit, ça revient. À l'inverse, on voit aussi que maintenant, on a des clients qui nous demandent, alors que ça y est, on est en phase de déconfinement, etc., que leurs entraînements, donc les exercices de crise, se fassent à distance, parce qu'ils se rendent compte que probablement, demain, une crise, il faudra la gérer à distance. Et en ça, on est tout à fait d'accord. Et justement, c'est déjà des choses qu'on proposait avant le Covid, donc ça tombe bien. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on pouvait voir il y a quelques années, où une cellule de crise, elle était réunie dans la salle du conseil, etc., après 1 an et demi de Covid, c'est clair que nous, on va déjà pas forcément recommander à tout un comité de direction de se mettre dans la même salle, par exemple. Et a fortiori, oui, il faut s'habituer aussi à gérer les crises à distance, parce qu'au-delà du Covid, on parle que de la Covid depuis quelques mois, mais de toute façon, les nouvelles habitudes de travail, le télétravail, la mobilité, les déplacements font que de toute façon, il est rare d'avoir 100% de la cellule de crise dans le même bâtiment, au même moment et en capacité de se réunir dans la même salle. Donc de toute façon, s'entraîner à distance, c'est important.
On est aujourd'hui à peu près à un an des élections présidentielles. Beaucoup de spécialistes envisagent des attaques durant cette campagne, des attaques cyber notamment. Quel est ton avis sur la question et à quel type de crise peuvent s'attendre les candidats et leurs partis ? Effectivement, c'est un peu une tendance de fond là aussi. Si on observe ce qui se passe depuis quelques années dans le cadre de certaines élections, etc., il semblerait qu'il y ait effectivement des manœuvres de déstabilisation, parfois des attaques qui vont cibler certains partis, etc. Ce qui va se passer dans les prochains mois, honnêtement, j'ai pas de boule de cristal. Après, on peut imaginer que certaines personnes profitent de cette période très particulière, peut-être pour accentuer certaines actions malveillantes. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les candidats, leurs partis, doivent se préparer, en fait, doivent maîtriser ces nouveaux risques, ou en tout cas doivent prendre conscience de ces risques nouveaux, tout comme des entreprises, tout comme des collectivités ou des hôpitaux. Ils peuvent être la cible, tout comme d'ailleurs n'importe quel individu, d'attaques. Justement, je parlais tout à l'heure d'ingénierie sociale, ils doivent probablement être plus vigilants encore sur ce qu'ils vont raconter sur les réseaux sociaux, sur la sécurisation de leurs réseaux sociaux. D'avoir des mots de passe, c'est des choses toutes simples. Parfois, tu parlais de bon sens, mais d'avoir des mots de passe robustes, on évite candidat 1, 2, 3, 4. Voilà, de prendre en compte en fait toutes ces règles d'hygiène informatique. Et là, c'est vrai qu'on soit une entreprise ou un candidat à l'élection présidentielle. Donc, il faut faire attention. Et puis derrière, il faut aussi avoir les bonnes manières de détecter les problèmes et d'y réagir. Si effectivement, on se rend compte qu'on est victime d'une tentative d'intrusion dans le système d'information ou que plusieurs de nos collaborateurs reçoivent des choses bizarres sur leur messagerie dans les réseaux sociaux, plutôt que juste de se dire « Oh, y a un problème, j'éteins mon téléphone, je le rallume », plutôt justement d'avoir la bonne réaction derrière, de faire remonter l'information et de pouvoir très rapidement se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe ? Quelles mesures conservatoires on prend ? Est-ce qu'il convient de communiquer entre nous ?» Voilà, communication interne, sans parler de faire de grandes communications publiques, mais de savoir en fait s'organiser rapidement pour maîtriser le problème. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de problème d'ailleurs, faire une levée de doute et se dire derrière tout va bien. Mais voilà, s'il y a une chose, c'est qu'il faut se préparer, qu'on soit candidat à l'élection présidentielle ou qu'on soit un homme politique qui ne souhaite pas se présenter aux élections, enfin un homme ou une femme politique. En fait, à l'heure actuelle, c'est vrai pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un deepfake et s'il y a des moyens de le reconnaître ? Un deepfake, c'est une sorte de vidéo truquée. En fait, c'est la superposition de vidéos, de sons, etc. Où en fait, on va par exemple remplacer le visage d'une personne et pouvoir lui faire dire ce qu'on a envie de lui faire dire. C'est rendu possible par l'intelligence artificielle, l'IA. Donc en soi, ça peut être drôle parfois, ça peut donner lieu à des canulars, ça peut être fait de manière humoristique. Mais c'est aussi un outil très puissant, justement, par exemple, pour faire de la désinformation qu'on évoquait juste avant. Parce qu'on peut tout à fait, à l'heure actuelle, avec les nouvelles technologies, trafiquer une vidéo, imaginer mettre justement une personne célèbre en train de véhiculer un message. On lui fait dire ce qu'on veut, on peut réutiliser sa voix, utiliser son image pour lui faire passer un message. Et comme on a tendance à croire ce qu'on voit, forcément, le pouvoir du deepfake en ça est assez important. Parce qu'on a tendance à se dire, tu vois, c'est vrai, je le vois en vidéo, il le dit, donc c'est vrai. Donc on peut imaginer, effectivement, il y a un champ très large de possibilités pour les deepfakes. Alors effectivement, il y en a pas mal dans le monde politique. On peut imaginer des deepfakes pornographiques. Malheureusement, ça peut... Alors sur la manière de les détecter, effectivement, aujourd'hui, on peut les détecter. Alors les détecter à l'œil nu, c'est assez difficile, mais il existe de plus en plus justement de solutions qui sont proposées de manière libre. Il y a différents logiciels qui existent justement pour pouvoir venir détecter des deepfakes. Donc il y a des acteurs historiques, je dirais, qui en créent, mais il y a aussi beaucoup de startups qui innovent sur ces sujets-là. Donc les deepfakes, on peut imaginer, on parle beaucoup de vidéos, mais il y a aussi des photos parfois. Donc là aussi, il y a pas mal d'outils qui permettent de détecter des photos. Et donc ça, c'est hyper important, par exemple, pour les journalistes aussi, de pouvoir s'appuyer sur du matériel, des vidéos, des photos dont on a vérifié la véracité ou l'authenticité. On a vu tout au long de cet entretien que les techniques évoluaient, étaient de plus en plus pointues, notamment au niveau cyber. Est-ce que tu penses que le secteur de la gestion de crise, et particulièrement de la cybercrise, va devenir plus important dans les années à venir ? Et est-ce que c'est un secteur qui recrute ? Il est vrai on va dire que les attaquants sont particulièrement créatifs et en plus sont dotés de moyens, de collaborateurs, je dirais, pointus. Donc ils innovent en permanence. Alors ils innovent pas forcément pour le bien commun, mais en tout cas ils innovent. Il est certain que de ce fait, le secteur de la gestion de crise, ou en tout cas de la gestion de crise cyber, se développe. Après, on peut aussi espérer d'une certaine manière que, certes, les attaquants redoublent d'inventivité et d'innovation, mais c'est aussi vrai pour les entreprises qui produisent des outils de détection, de sécurisation, etc. Et donc, on peut espérer quand même voir le nombre de cyberattaques à terme décroître, ou en tout cas être stoppé beaucoup plus rapidement et limiter les impacts, ou en tout cas l'ampleur des crises. Là où aujourd'hui, une crise peut complètement paralyser une organisation, on peut espérer que dans quelques années, ce ne soit plus le cas.
En tout cas, la gestion de crise, c'est pas que la cyber, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a la gestion de crise, la réputation, les problèmes internes, des accidents, les problèmes industriels, etc. Donc de ce fait, la gestion de crise a encore, je crois, de beaux jours devant elle. Et après, la gestion de crise cyber et la cybersécurité sont clairement 2 secteurs qui recrutent. En tout cas, la cybersécurité, il y a une vraie pénurie aujourd'hui de bras, je dirais, sur ces sujets-là. J'allais dire en France, mais pas que. Donc, il est certain que ce sont des secteurs qui recrutent. Heureusement, la formation, justement, est aussi en train de se structurer. Il y a énormément de formations en cybersécurité qui émergent, beaucoup de grande qualité. Alors, parfois, peut-être pas toutes. C'est aussi dans le secteur de la formation, quand on voit fleurir comme ça des dizaines et des dizaines de formations, voilà, il faut aussi voir derrière ce qu'il y a réellement dans le programme, quels sont les enseignements, etc. Mais voilà, la formation fait en sorte aussi qu'il y ait de plus en plus de personnes spécialisées en cyber qui arrivent sur le marché du travail pour venir justement remplir tous ces besoins que peuvent avoir les entreprises. Et d'ailleurs, tu es intervenante à Sciences Po Rennes sur les sujets de la gestion de crise et de la communication sensible. Est-ce que tu penses qu'il est important de sensibiliser les étudiants à ces sujets ? Oui, alors je suis intervenante à Sciences Po Rennes et aussi à l'université de Rennes 1 notamment. Je suis assez convaincue de la nécessité de sensibiliser effectivement les étudiants, mais pas que en fait. Il faut sensibiliser même dans les plus petites classes. Alors en disant ça, ça peut toujours faire bizarre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut apprendre à des enfants de 5 ans à aller sur Facebook, c'est pas du tout ça. Mais il faut sensibiliser justement ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut reprendre la maîtrise de ces données. Et reprendre la maîtrise de ces données, ça passe aussi par la connaissance. Comprendre en fait ce qu'on peut faire, ce qui peut être fait avec nos données. Comprendre comment on fait bêtement parfois une recherche sur Internet. Et tout ça, il est important de sensibiliser. Donc effectivement, on ne va pas sensibiliser à la même chose des étudiants et des collégiens ou des écoliers en primaire, par exemple. Mais il faut sensibiliser parce qu'à l'heure actuelle, tout le monde devient utilisateur de l'outil informatique. On n'attend pas d'avoir 18 ou 20 ans pour l'utiliser. Donc il faut effectivement sensibiliser les élèves et les étudiants à ces sujets-là. Ne serait-ce que parce que pour eux, là on parle beaucoup du risque pour les entreprises, etc. Mais le risque pour les individus, ou en tout cas une non-maîtrise des réseaux sociaux pour les individus, peut aussi avoir des conséquences dramatiques sur certains jeunes qui se font cyberharceler ou qui voient certaines informations qu'ils ont pu communiquer, voire même certaines images utilisées à leur insu. Souvent, on le voit, c'est une méconnaissance de l'outil, une méconnaissance de ce qui peut être fait. Donc si on explique bien pourquoi, si on explique comment, là une fois de plus, l'idée c'est pas de dire qu'il ne faut plus utiliser les réseaux sociaux, mais plutôt de se dire voilà comment on utilise de manière raisonnée l'outil informatique, tout ça, ça contribue aussi à la sécurisation à long terme. On va arriver à la fin de cet entretien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et tous ces éclaircissements sur la gestion de crise et les crises cyber. On va passer aux questions plein phare. Quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Alors ça, c'est difficile. Il y a tellement de beaux endroits en Bretagne. Alors, je ne vais pas m'éloigner beaucoup de notre berceau de Saint-Malo, mais sur la côte entre Saint-Malo et Cancale, je suis particulièrement amoureuse d'un endroit qui s'appelle Irel. Sur la côte, c'est assez sauvage. On a une vue imprenable sur le Mont-Saint-Michel et en plus, c'est la route où il y a tous les ostréiculteurs et c'est magnifique. On a l'impression d'être complètement ailleurs et pourtant, c'est à 10 km d'ici. Qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne ? Être bretonne, c'est vraiment une ouverture d'esprit. Un esprit un peu pas d'aventurier, mais en tout cas de découverte, de soif de découvrir, de voir des choses, vraiment d'ouverture. Et puis quand même, c'est aussi une forme de pugnacité, pour pas dire qu'on est têtu, une forme de pugnacité. On est assez déterminé dans ce qu'on fait. Je suis toujours épatée quand je vois justement toutes ces aventures entrepreneuriales en Bretagne, cet esprit d'innovation. C'est un grand territoire, certes, mais il y a quand même un dynamisme économique, un tissu d'innovation, etc., qui est hyper dynamique en Bretagne. Tu me fais une transition parfaite pour la dernière question. Quelle est, selon toi, l'entreprise à suivre en Bretagne ? Alors là, je vais être un peu chauvine, mais c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je vais en citer, je vais essayer de réduire, mais peut-être déjà Trasos, qui est une entreprise justement qui est dans l'intelligence artificielle. Alors là, on est en plein dans quelque chose de breton, justement, parce que c'est l'intelligence artificielle mise au service de l'industrie agroalimentaire. Une super aventure, justement, une très belle innovation. Et puis également, si je peux en citer deux autres, bien sûr. Être Ami. C'est une entreprise qui est aussi basée à Saint-Malo, qui est une entreprise de chaussures et maroquinerie très innovante et qui justement produit ces modèles, conçoit, design ces modèles en s'appuyant uniquement sur des matériaux existants, sur des talons, des formes, etc. déjà existants et sur des stocks dormants, ça s'appelle de cuir, qui vont chiner dans des entrepôts. Donc plutôt de se dire que toutes ces matières-là vont partir à la poubelle, ils les reprennent, ce qui fait qu'ils produisent des chaussures en toute petite quantité.
Voilà, là, celle que je porte aujourd'hui, par exemple, je crois qu'il n'y en a que 10. On n'est que 10 à avoir ces chaussures-là parce qu'il n'y avait pas de matière pour en faire plus. Super concept, effectivement. Ah ouais, c'est super. Et donc Adrami, c'est l'anagramme du mot matière. Donc en plus, il y a vraiment, ça prend tout son sens. Et puis une dernière, peut-être, c'est 3D Tex, qui est aussi basée à Saint-Malo, qui est une entreprise qui vise à relocaliser la production textile, ou en tout cas du tricot, ici, en utilisant des technologies 3D, justement, pour tricoter des pulls. Un grand merci Stéphanie d'avoir répondu à toutes nos questions. Pour les auditeurs qui souhaiteraient poursuivre un petit peu l'échange avec toi, est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux où tu auras fait en sorte de mettre uniquement les informations importantes? Et dans ces cas-là, est-ce que tu peux nous citer ces réseaux sociaux-là et nous rappeler l'adresse de ton site si certains veulent faire appel à tes services? Tout à fait. Alors on est présent sur Instagram. On a un compte Alticoni, sur Twitter et sur LinkedIn, évidemment, qui est quand même notre réseau principal. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet alticoni.com, et sur lequel, là aussi, vous retrouverez tous nos réseaux sociaux, nos actus, nos articles, etc. Un grand merci à vous deux, en tout cas, d'être venus aujourd'hui à Saint-Malo. Mais un grand merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Un grand merci à Stéphanie Ledoux de nous avoir fait découvrir la gestion de crise et de cybercrise via son cabinet Alticoni. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Stéphanie, vous pouvez retrouver les liens du site d'Alticoni et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!